Bonjour à toutes et à tous, donc c'est notre première série de Au fil du mandat. Donc c'est un peu l'idée de faire un point à la fois sur l'actualité et puis sur notre activité parlementaire. On va faire ça, si on peut, tous les mois, le dernier lundi de chaque mois. Et puis on aura à la fin, je vous expliquerai la possibilité pour ceux qui vont me suivre de poser des questions, une foire aux questions. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de quoi ? D'abord l'actualité politique et puis ensuite on fera un petit point sur notre actualité parlementaire. Alors commençons un peu par l'actualité politique. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis l'élection et donc c'est bien de faire un petit point. Alors j'ai écrit un article dans Mediapart qui fait une petite note de rentrée qui donne mon point de vue sur la situation politique. Je vous fais juste un petit résumé là. Moi, il me semble qu'il faut commencer par voir la situation sur le temps long. Globalement, on est dans une crise qui s'approfondit. Je ne sais même pas si le terme de crise est encore justifié. Mais en gros, on a une crise qui existe au niveau à la fois de l'économie et puis aussi une crise politique depuis les années 2007-2008 avec la crise économique. Et on n'est jamais vraiment complètement sorti de cette crise économique et de cette crise politique qui s'ensuit. Mais ce qu'on a vu cet été, et ce qui est un peu nouveau, c'est un approfondissement de cette crise, à la fois parce que d'un point de vue économique, on est dans une situation extrêmement difficile dans les trois pôles de l'économie mondiale, les États-Unis, la Chine et puis l'Europe. Et on vit notamment une crise inflationniste qui est relativement grave pour les plus pauvres et les plus démunis d'entre nous, avec une augmentation des prix et une vie chère. Et cette crise, on a aussi la crise écologique qui s'accentue, et je pense que les uns et les autres, on l'a bien vu cet été, avec les sécheresses, avec les canicules à répétition. On a eu en plus beaucoup d'incendies de forêt, et donc je pense que c'est quelque chose qui est maintenant assez prégnant pour les gens de voir que la crise écologique elle a des conséquences réelles dans nos vies. Tout ça pour dire que quand on a des situations de crise comme ça et que politiquement on n'a pas vraiment de réponses qui sont données par ceux qui nous gouvernent actuellement, et ça se traduit en crise politique. On l'a vu avec les élections présidentielles et législatives qui sont suivies. On a 3 blocs dans le pays. Un bloc d'extrême droite, un bloc de droite libérale, on va dire, et un bloc de progressistes, de gauche et écologistes. Et en fait, on n'a pas de majorité politique dans ce pays. Et Macron n'a pas de majorité politique pour gouverner. Il n'a pas de majorité idéologique, c'est-à-dire qu'une grande partie des citoyens de ce pays ne veulent pas des mesures qu'il veut mettre en œuvre, notamment sur la retraite, on y reviendra. Mais il n'a pas non plus de majorité à l'Assemblée nationale, et c'est ça qui est nouveau, et c'est ça qu'on a vécu depuis le mois de juillet. Donc en gros, ça a quoi comme conséquence ? C'est qu'il est obligé de s'allier, soit avec la droite, donc avec les Républicains, soit avec le Rassemblement national, pour faire passer ces lois. Et c'est ce qui s'est passé pour la loi pouvoir d'achat, qui n'a que le nom, puisqu'en réalité, c'est une loi qui a organisé la baisse de pouvoir d'achat des citoyens, notamment avec une augmentation de 3,5% des fonctionnaires, qui n'est pas à la hauteur, puisque l'inflation est près de 6%. Donc il a dû s'allier, et ça il faut le dire, il a dû s'allier avec le Rassemblement national, qui a voté une partie des dispositifs. Et donc ça veut dire que le Rassemblement national, finalement, participe de la politique libérale, quoi qu'il en dise, quand il est en campagne électorale. Donc ça, c'est ce qu'on a vécu cet été, mais on voit bien que c'est extrêmement instable et qu'il n'est pas du tout sûr que le gouvernement Macron ait la possibilité, en fait, de faire passer son plan de loi de finances qui arrive à l'Assemblée, et pareil pour le plan de loi de finances de la sécurité sociale. Donc on a une situation politique extrêmement instable, et dans cette situation politique extrêmement instable, ça peut tomber des deux côtés. Et on le voit en Suède, où il y a eu une augmentation très forte du vote pour l'extrême droite, et donc un gouvernement qui est en train de se construire entre l'extrême droite et la droite. On le voit en Italie, où on a un vrai risque le 24 septembre, avec les élections générales italiennes, d'une victoire de l'extrême droite. Et on doit avoir tous et toutes conscience qu'avec 89 députés, l'extrême droite a pris une place énorme. Et il s'est passé quelque chose au second tour d'élections législatives, c'est qu'il y a un mur qui est tombé. Et dans beaucoup d'endroits, les électeurs de droite ont préféré le vote d'extrême droite plutôt que le vote pour la gauche et les progressistes. Donc on a un vrai risque d'une victoire de l'extrême droite en cas de crise. Donc c'est pour ça que dans cette situation politique instable, où il y a deux solutions, soit le gouvernement arrive à, bon an mal an, trouver une solution avec les Républicains pour maintenir comme ça une sorte de politique libérale
qui sont 50 plus de Macron, mais c'est pas sûr, soit il sera contraint à la dissolution. Et notre objectif politique réellement, c'est que s'il y a dissolution, on soit dans les meilleures dispositions pour pouvoir gagner les élections générales et que la balle tombe du bon côté en fait. Et c'est pour ça que la NUPES, et je finirai sur la situation politique sur 2-3 éléments, d'abord le fait qu'on a besoin de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, je le dis, je le répète, c'est notre assurance vie en cas de dissolution. Donc il faut construire la NUPES, il faut la renforcer, c'est ce qu'on fait au Parlement. Là on va déposer un projet de loi de finances alternative commun à toute la NUPES. Et c'est aussi ce qu'on a fait dans la circonscription, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on a fait une assemblée de circonscription de l'ensemble de la NUPES où il y avait beaucoup de participants et j'engage vraiment toutes celles et tous ceux qui sont un peu partout en France à faire des assemblées de circonscription, à réunir les forces de la NUPES et à continuer le rassemblement autour de la NUPES. Ça, c'est le premier point parce que c'est notre assurance vie. Mais évidemment, c'est la situation politique en cas de dissolution dépendra beaucoup de la situation sociale. Et j'aime à dire que globalement, c'est pas à l'Assemblée nationale qu'on inversera le rapport de force. On fait ce qu'on peut, mais le rapport de force, ça dépend quand même de beaucoup de la mobilisation des citoyens sur les questions à la fois écologiques. Il y a une journée mondiale du climat, je crois, le 23 septembre, et puis sur la mobilisation dans la rue et en grève dans les entreprises. Donc c'est pour ça qu'on soutient les mobilisations du 22 septembre dans le secteur santé sociale et les mobilisations au niveau de la grève interprofessionnelle qui est lancée par 3 confédérations le 29 septembre. Mais on pense aussi qu'il est important d'avoir un débouché politique dans la rue et ça c'est la NUPES, alors excepté le Parti communiste pour l'instant, mais qui nous rejoindra peut-être après, d'avoir la nécessité de lancer un mouvement dans la rue ça sera la grande marche contre la vie chère le 16 octobre et je vous invite tous et toutes déjà à vous préparer à monter à Paris. Il faut qu'on soit extrêmement nombreux dans cette marche pour la vie chère. Vous voyez, donc j'ai un peu fait le point sur l'ensemble de la situation politique. Je pense que ce qu'il faut, c'est aussi continuer les débats de fond. Donc il y a un premier débat de fond sur la question du Rassemblement national qu'on va avoir aussi au sein du groupe parlementaire qu'a lancé François Ruffin. Clémentine Autain a rebondi sur ce débat. Je pense que nous devons entre nous aussi débattre de questions de fond, car évidemment nous n'avons fait que la gauche dans son ensemble que 30% au premier tour de l'élection présidentielle. Donc la question de la constitution d'un bloc majoritaire, c'est-à-dire de convaincre de nouveaux électeurs, y compris dans les espaces qui nous ont pour l'instant fait défaut, on est bien placé pour le savoir dans les Bouches-du-Rhône, où on a eu beaucoup de députés Rassemblement national qui ont gagné contre des candidats de la NUPES. Donc on a besoin de réfléchir sur le long terme aussi sur comment on s'implante dans les autres territoires et je pense que c'est aussi ça qui est important, c'est que tous ces débats traversent la NUPES et qu'on les prenne plutôt dans le bon sens, c'est-à-dire en évitant les polémiques et donc en évitant ce que fait malheureusement Roussel, j'en dirai pas beaucoup, mais je pense qu'il a été trop loin sur la gauche des allocs et là il a perdu le fil rouge et donc voilà, on peut débattre de tout, mais en tout cas on n'oppose pas, on ne doit pas opposer d'un côté les travailleurs et de l'autre côté ceux qui touchent les allocations. D'ailleurs les allocations sont souvent un salaire socialisé pour ce qui est du chômage et donc en fait c'est un autre versant du travail. Je reviendrai plus tard dans une prochaine émission probablement sur ces débats autour du Rassemblement national le mois prochain, mais je pense que ces débats sont importants. Voilà, on va passer à l'actualité maintenant locale. Donc pour ce qui est de l'actualité à la fois locale et nationale, l'actualité est vraiment parlementaire. Au niveau national d'abord, je vais commencer par ça. Donc je vous informe, donc, pour ceux qui n'étaient pas au courant, mais je siège d'abord dans la commission éducation et affaires culturelles. Et au sein de cette commission, on a déjà beaucoup travaillé avec les collègues. On a fait une première loi pour donner des moyens à l'enseignement public au mois de juillet. Si cette loi, d'ailleurs, cette proposition de loi avait été adoptée par le Parlement, ce qui n'a pas été le cas, puisqu'elle n'a pas été retenue par le bureau de l'Assemblée nationale, mais on n'aura pas eu tous les problèmes qu'on a eu là à la rentrée, puisque nous, on propose réellement de renforcer l'éducation nationale par l'embauche de personnel statutaire et la titularisation de tous les contractuels. Donc ça n'a pas été retenu, mais c'est une première proposition de loi qu'on a fait durant l'été. On a fait une seconde proposition de loi en tant que NUPES ce coup-ci sur la gratuité de l'école. Alors gratuité des fournitures scolaires, gratuité de la cantine, gratuité des transports scolaires. Vous pouvez retrouver aussi cette proposition de loi et la conférence de presse qu'on a fait à ce moment-là.
Alors je travaille donc aussi maintenant sur un gros dossier qui va longtemps nous intéresser donc au sein de notre cabinet, puisque j'ai été nommé par la commission des affaires culturelles et de l'éducation comme rapporteur pour l'université et la vie étudiante pour le plan de loi de finances 2023. Donc c'est moi qui, pour la commission, rapporterai sur ces deux questions. Donc on a entamé un cycle d'audition autour de cette question. J'ai choisi aussi le sujet sur lequel je voulais porter le rapport, et donc ça sera sur les effets de l'autonomie des universités et donc un bilan sur le long cours de la LRU. Pourquoi je voulais choisir ce sujet? Parce que on parle beaucoup de Parcoursup, et je pense qu'il faut qu'on abolisse Parcoursup et qu'on revienne à une éducation accessible à toutes et tous et au droit à la poursuite des études pour les étudiants. Mais en réalité, si on veut réellement que ce droit soit effectif, il faut qu'on ait des moyens. Et pour avoir des moyens, il faut sortir de l'austérité, il faut sortir de la compétition aussi des universités entre elles. Et donc il faut revenir sur toutes les politiques néolibérales qui ont cassé le service public d'enseignement supérieur. Et le principal élément de cette casse a été la loi LRU, qui a autonomisé les universités, mis les universités en compétition et rendu possible notamment que les universités choisissent de ne pas embaucher des personnels statutaires, mais plutôt des contractuels, ou de faire autre chose de l'argent, puisqu'elles ont la possibilité de transformer de l'argent qui est pour les personnels statutaires en primes ou en gaz ou en électricité, etc. Donc on a fait beaucoup d'auditions, je ne les cite pas tous, mais les syndicats de personnel, les syndicats étudiants, mais aussi le ministère. On a aussi rencontré les représentants des grandes écoles. Tout ça est assez enrichissant. On apprend beaucoup de choses et donc on va travailler sur ce rapport. En parallèle du rapport, on va probablement faire une proposition de loi aussi sur ces questions de l'université. Moi, je suis attaché à la gratuité de l'université, notamment au fait qu'on supprime les frais d'inscription. Je suis attaché au fait qu'on inscrive dans la Constitution le droit à la poursuite des études, ce qui veut dire supprimer Parcoursup et supprimer la sélection en master. Et je suis aussi attaché à ce qu'on donne les moyens à l'université pour réaliser toutes ces missions. Et ça veut dire embaucher massivement au moins 30 000 enseignants, chercheurs et personnels de l'enseignement supérieur. Donc on va probablement travailler une proposition de loi dans ce sens et faire des amendements aussi au plan de loi de finances 2023 sur ces questions. Donc voilà, sur la partie éducation, c'est important. Je vous informe aussi que je suis membre de l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques. Dans ce contexte, j'ai plutôt travaillé un rapport sur les espèces invasives dans le cadre de la COP 15 sur la biodiversité qui se déroulera à Montréal. C'est en prévision de cette COP 15 sur la biodiversité que globalement on va travailler au sein de l'Office parlementaire des choix scientifiques. Et ensuite, évidemment, ça me permet de faire la transition sur les autres dossiers que je vais continuer à mener, puisque j'ai travaillé depuis 20 ans sur l'effet des changements climatiques sur les forêts. C'est pour moi assez naturel de continuer à travailler sur les questions d'écologie. Donc on va continuer à travailler notamment sur la forêt. On a déjà déposé une proposition de loi avec Mathilde Panot suite aux incendies de forêt. On a rencontré des acteurs de la forêt à Marseille, notamment donc l'association France Sylva. Et donc on va continuer à travailler sur ces questions forestières. Mais je me suis aussi impliqué sur les questions de sobriété, alors autour de la polémique sur les golfs. C'était anecdotique, mais quand même, je pense que c'est important d'avoir pointé ce décalage entre on nous demande la sobriété, les économies d'eau, et en même temps continuer d'arroser les greens. Et puis donc sur les questions de sobriété, j'ai réalisé un interview dans Libération que vous pouvez retrouver, un interview cet été, et une tribune dans Reporter où j'explique pourquoi je pense que la sobriété que nous on défend, c'est pas la sobriété que défend le gouvernement, c'est deux conceptions de la sobriété différentes, mais que la sobriété, la vraie, celle qui vise à diminuer nos consommations superficielles et surtout à mieux répartir aussi les richesses, pour qu'on n'ait pas certains qui n'aient rien et d'autres qui se baladent en jet privé pour la moindre consommation. Cette sobriété-là, en fait, qui est la nôtre, on doit réellement la promouvoir, expliquer aux gens c'est quoi la sobriété et pourquoi c'est très important de diminuer nos consommations d'énergie et nos consommations de ressources naturelles. Donc je continuerai à m'investir sur ces questions de sobriété et elles me semblent très importantes. Alors je terminerai, pour ne pas être trop long, sur ce qu'on a fait localement.
avec le cabinet, notamment avec Pauline Tournier, qui était ma suppléante et qui est maintenant recrutée comme collaboratrice, qui travaille plutôt sur les questions sociales et sur les questions de santé, et puis avec Maëva Santamaria, qui, elle, est aussi ma collaboratrice à Marseille et qui travaille plutôt sur les questions d'écologie. Donc on a ouvert un certain nombre de dossiers à Marseille, j'en citerai quelques-uns. D'abord, évidemment, les écoles. À la rentrée scolaire, on a visité une école qui expérimentait en fait la nouvelle pédagogie selon Macron, où on donne des moyens aux écoles seulement si elles ont un projet pédagogique particulier, etc., où on les met en concurrence. Au passage, j'ai réagi à une tribune de Thomas Legrand qu'il avait fait dans Libération, où il expliquait que c'était de gauche de mettre en concurrence les écoles. Bon, je pense que c'est pas de gauche. Alors on a visité une école, on a pu dialoguer avec les enseignants qui avaient mis en œuvre ces projets, et voilà, ça nous a permis aussi de mieux comprendre en fait la dynamique qui était à l'œuvre. Sur les hôpitaux, on a rencontré les syndicats des hôpitaux. On va aussi rencontrer d'autres personnes au niveau des hôpitaux de la Timone. C'est en préparation. L'idée, c'est aussi de faire un point sur qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux et où en est le service public hospitalier, qui a été complètement en fait démoli par des années de néolibéralisme. Et puis on s'est intéressé à des questions, on a été soutenir beaucoup de luttes, donc j'en citerai au moins deux. La lutte des postiers, suite à laquelle on a aussi rencontré la direction de la Poste, parce qu'il est inadmissible que la réorganisation de la Poste ait comme conséquence que le courrier n'arrive plus dans certains quartiers. Et puis on a plus récemment été soutenir en fait des mineurs non accompagnés qui sont menacés d'expulsion au 115 rue de la Canebière. Et donc on a été les rencontrer, exprimer notre solidarité, etc. Et je finirai juste sur ce point-là, on va là bientôt organiser quelque chose sur les croisières, et on va essayer de continuer à travailler sur le fond. L'idée, c'est pas juste de faire de l'agitation sur les bateaux de croisière, qui sont un vrai problème de santé publique à Marseille, mais on va essayer de voir comment on peut légiférer pour réellement changer les choses sur ces questions-là. Voilà, j'en ai fait à peu près le tour un peu de notre activité. Notre activité locale, je vous l'ai dit aussi, ça a été le fait qu'on a fait une assemblée de circonscription qui a rassemblé plus de 80-90 personnes. On a réfléchi à des groupes de travail. Donc si vous habitez Marseille, si vous êtes du 4, du 5 ou du 6e arrondissement, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux, vous pouvez nous contacter sur Telegram et nous rejoindre pour participer aux prochaines assemblées de circonscription et pour aussi nous rejoindre dans les groupes de travail que nous allons constituer. Ça, c'est un peu un appel, parce que je pense qu'on a besoin du plus grand nombre pour travailler, et plus on est nombreux, plus on est intelligent. J'ai l'habitude de dire ça. Donc ça, c'est une chose. D'autre part, vous pouvez nous joindre et venir nous voir au local. On a maintenant une permanence au 88 rue Sainte-Cécile. Alors c'est entre la rue du Berceau et la rue Sainte-Cécile. Donc le local, pour l'instant, on n'a pas encore mis la pub comme quoi c'est la permanence du député. Donc ne vous inquiétez pas si vous passez devant, mais vous pouvez toujours sonner. En général, il y a quelqu'un qui est là et on peut vous recevoir, et on organisera en fait des permanences. Enfin, si vous voulez nous contacter sur les dossiers nationaux, qui sont vraiment à ma charge, vous pouvez contacter Clarisse Guiraud, qui travaille avec moi, et Paul Vanier sur les questions d'éducation notamment, et Pauline Jacques, qui travaille avec moi sur les questions d'enseignement supérieur et de recherche, et tout ce qui est les questions d'environnement, mais à l'échelle nationale. N'hésitez pas, l'idée c'est qu'on part des préoccupations des Marseillais, et de ces préoccupations des Marseillais, on essaye d'en faire des questions législatives, et c'est vraiment comme ça que je conçois mon mandat. Et et donc tous les mois, on en rendra compte de ce mandat sous cette forme, au fil du mandat, en espérant que ça vous intéresse et que vous soyez de plus en plus nombreux à nous rejoindre et à nous suivre. Et la prochaine fois, vous pouvez nous envoyer vos questions. Donc on vous met en dessous le lien auquel vous pouvez nous envoyer les questions, et j'essaierai de répondre à vos questions. Allez, bonne journée, et on n'oublie pas, tous dans la rue, à la fois le 22, le 29 et le 16 octobre à Paris.